Parce qu'il y a des gens qui ont pas envie forcément de rentrer au pays parce qu'ils ont des activités professionnelles, ils ont leur famille en Suisse ou je ne sais trop où, et pour qui c'est pas possible de rentrer au pays, d'accord? Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast, et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Karine qui nous vient de la Guadeloupe. Bonjour Karine, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi? Ça va super, ça va super. Alors Karine, tu as 42 ans, tu as eu plusieurs vies professionnelles, entrepreneuse, gérante d'association, dirigeante d'un centre de formation et aujourd'hui tu es commerciale dans un centre de formation. Ouais. On a échangé sur les réseaux et tu m'as dit que toi, contrairement à beaucoup, tu vivais en Guadeloupe, tu as décidé de quitter la Guadeloupe à cause notamment du sabotage intracommunautaire, le fameux nègre contre nègre ou la politique du fanchou, et on va en parler. Exactement, t'as tout résumé. C'est bien ça ? Ok, super. C'est bien ça. J'ai bien pris mes notes. Exact. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va commencer par un petit quiz léger pour apprendre à te connaître. Dis-moi, je veux savoir, est-ce que tu préfères la soca ou la pisse saladière ? Aucun des deux. Aucun des deux. Ok. Bon, ratage complet. Bon, pour les auditeurs, que vous compreniez, en fait, là, on est à distance et Karine, elle est à Nice. Et la soca et la pizzaïère, c'est deux spécialités de Nice. Donc, je me suis dit, ça se peut, voilà, je vais tester un peu ses connaissances sur la ville, mais en tout cas, sur la gastronomie La niçoise. piste saladière, ça pourrait être bon, mais faut mettre un peu plus d'oignons sur ça. On est dans les anciennes, donc tu sais, c'est comme si t'as deux petites tranches d'oignons confiées. Non, la pâte est hyper épaisse. Ça donne pas trop envie, ok. Bon, du coup, parce que vous compreniez, la pizzaïère, c'est une tarte aux oignons caramélisée et la soca, c'est une crêpe croustillante à la farine de pois chiche. Donc, donc tu valides aucun des deux. Aucun des deux. Ok, d'accord. Ok, très bien. Okay. Désolée les Niçois, il y a des trucs que j'aime chez vous quand même. Hein. Qu'est-ce que t'aimes alors dans la gastronomie niçoise ? Ben là, les glaces à l'italienne, franchement, c'est génial. Et puis la salade niçoise, j'aime bien la salade niçoise. Ok, parce que tu sais, j'ai fait une petite recherche, je l'ai vu passer, mais je me suis dit, bon, la salade, c'est un peu basique, je vais pas lui demander ça, tu vois. Mais les farcis aussi, c'est bon. Les farcis, c'est très bon. Ouais, c'est quoi ? Bah, c'est des légumes farcis, en fait. C'est ok, pas mal. Ouais. D'accord. Tu préfères être entrepreneur ou salarié ? Toi, t'es en train de toucher du doigt ma grande question existentielle du moment. On va au fond des choses avec Dom Talk, on n'est pas là pour... On gratte pas en surface. Non, franchement, je préfère entreprendre parce que chaque fois que j'ai repris une activité salariée, tu sais, t'as toujours un nombre d'années où tu supportes le salariat, en fait. Et plus je prends de l'âge, plus ce laps de temps se réduit comme une peau de chagrin. Donc, tu vois, avant, je pouvais tenir 5 ans facile sur un poste. Là, aujourd'hui, au bout d'un an, 1 an et demi, ça me saoule, quoi. Dans quelques années, tu vas tenir juste la période d'essai. Et... Je crois que quand on me dira salariat, je pense que je vais courir en mode Speedy Gonzalez. Qu'est-ce que t'aimes dans l'entrepreneuriat ? Alors, on parle souvent de liberté, mais on n'est pas si libre que ça. On a tous des obligations en tant qu'entrepreneur. Moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est la créativité. En fait, tu exprimes ta créativité et tu laisses ton empreinte. Tu sais, c'est comme si tu avais un tampon et tu peux, tamponner ta vision du monde sur ton environnement, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que tu peux pas faire dans le salariat, parce que le salariat, c'est appliquer la vision d'un autre qui souvent ne correspond absolument pas avec ta propre vision. Donc, en plus, quand tu as déjà été entrepreneur, de travailler pour quelqu'un, c'est compliqué, et la grande difficulté, c'est de tomber sur une entreprise où le management est bien fait. On sait très bien que bon, tout le monde ne sait pas trop manager. Après, je dis pas que je suis meilleur manager qu'un autre ou qu'une autre, mais c'est vrai, ce que recherchent les salariés aujourd'hui, c'est complètement différent de ce qu'il y avait avant la crise Covid. C'est-à-dire que le management que tu avais avant le Covid, si tu l'appliques stricto sensu là maintenant, tu te plantes complètement. Les gens ont d'autres attentes. On le voit surtout avec le télétravail, les gens veulent une meilleure équilibre vie pro, vie perso. Ils veulent, je pense qu'il y a aussi un changement générationnel où, en tout cas dans les plus jeunes générations, le rapport au travail est différent complètement par rapport à nos parents, certains, beaucoup ont fait des carrières longues. Nous, c'est plutôt, comme tu l'as dit, on fait peut-être 3-4 ans, on change et tout, des fois des reconversions. Donc, il y a des parcours très différents. Ok. Quel lieu ou activité tu conseillerais à quelqu'un qui arrive pour la première fois en Guadeloupe ? Alors, quel lieu ou activité? Alors, un lieu, c'est un bar à soupe qui est à la rue Vatable. Je crois que c'est tous les lundis, j'y allais chaque semaine. Le gars, il fait des soupes mémorables. Et quand t'arrives là, en fait, t'as l'impression que t'arrives chez ta mamie.
parce qu'en fait, c'était la maison de sa mamie, ce monsieur. Il est fan de carnaval. J'oublie le nom de ce bar à soupe. Il est fan de carnaval et en fait, tu commandes ta soupe, il prend les tickets resto, comme un resto normal. Et tu t'assois dans son salon, t'as tous ses trophées de carnaval, t'as des tenues de groupe carnavalesque et puis au fond, quand tu rentres, t'as un petit aquarium. Tu passes dans un tout petit couloir. Toi, c'est une maison d'antan, une maison ancienne pointoise, quoi, tu vois. Et tout au fond, t'as une salle où tu peux t'asseoir et déguster ta soupe. Et ça, c'est un truc que je faisais toutes les semaines quand j'étais en Guadeloupe. Ouais. Et franchement, allez-y. Pointe-à-Pitre by night, parfois, ça peut être bien quand on est dans des... Là, en fait, c'est un lieu qui est anachronique. Voilà. C'est très... Franchement, je le conseille. Et les soupes sont bonnes. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en vrai, ce serait un concept, tu sais, un bar à soupe, parce que tu sais, il y a eu des bars à salade, des bars à pâtes à un moment donné, et tu vois, enfin, la soupe, les différentes soupes qu'on a aux Antilles, tu vois, ça, c'est des choses qu'on retrouve pendant les fêtes de famille, ou sinon, voilà, le soir, des fois, dans les maisons, dans chaque foyer. Mais, tu vois, en faire un business, un concept, et peut-être même revisiter et tout, c'est grave cool. Et du coup, redécouvrir, le patrimoine gastronomique, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais franchement, je vous le conseille parce que l'essayer, c'est l'adopter. Ok, trop bien. C'est noté. Tu peux rappeler le nom du restaurant? Je me souviens plus du nom. Ok. Si je m'en souviens avant la fin de l'épisode, je te dirai. Ok, pas de problème, t'inquiète. Ok, pas de souci. Quand je te dis Guadeloupe, c'est quoi les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Métaphore. Waouh. Alors j'ai eu plage, rivière, mais métaphore. Ah oui, il faut que tu m'expliques là. En fait, quand tu me dis Guadeloupe, moi je pense au créole et le créole pour moi c'est une succession de parler créole, c'est une succession de métaphores en fait. C'est voilà, c'est l'image, c'est l'imaginaire. Quand tout va bien en Guadeloupe et que t'es heureux en Guadeloupe en tout cas, ouais ta vie c'est une métaphore, c'est une philosophie de vie la Guadeloupe. Ouais. Ouais, c'est assez profond ce que tu dis. J'aime beaucoup. Du coup, la vie en Guadeloupe pour toi, elle ressemble à quoi? Alors, tu vois, j'ai parlé d'anachronisme là, tout à l'heure. Pour moi, c'est une dualité vivre en Guadeloupe. Il y a aussi de l'anachronisme dans tout ça. Ouais. À l'ère où t'as Internet, t'as le dernier iPhone 14, 11, 12 ou 13. Enfin, tu te réveilles le matin, t'as pas d'eau, quoi. Et t'as l'impression de vivre la vie de ta grand-mère à ce moment-là. C'est vrai que d'ailleurs t'as réagi, enfin je l'ai mis en story, il y a je crois l'ONU qui a tensé la France par rapport à la situation de l'eau en Guadeloupe, qui leur a remonté les bretelles entre guillemets. Ouais. Et c'est un problème qui dure depuis des années, on le sait, le réseau est vétuste et il faudrait je crois presque 1 milliard pour rénover tout ça. C'est pas grand-chose 1 milliard, hein, franchement. Oui, non, c'est pas oui, en vrai à l'échelle des finances publiques, je pense que c'est pas grand-chose, mais ouais non, mais c'est une situation inacceptable. Enfin dans un territoire dit français, c'est pas normal que les gens doivent aller je sais pas que la mairie doit faire des tours avec des packs d'eau pour distribuer de l'eau parce qu'en fait l'eau potable n'arrive pas dans les robinets quoi. Je sais pas si tu te souviens quand on était gamin, on regardait la télé, on avait toujours la publicité de Médecins sans frontières et tout. Moi j'ai l'impression que dans les faits, vu de l'extérieur en fait, on fait autant pitié que ça à l'ONU quoi pour qu'un tel problème arrive à l'ONU. Moi ma fille, j'ai une fille qui va avoir 19 ans, je me rappelle quand je l'emmenais à l'école maternelle, même pas l'école primaire, maternelle. Tous les matins, déjà, on avait un filet d'eau qui coulait. Et quand je parle à mon père qui a 77 ans aujourd'hui, il me disait, mais Karine, mon père a travaillé pour une grosse entreprise de bâtiment de l'époque, quand il avait une vingtaine d'années, et il me disait, en fait, quand on envoie, tu sais, il y a une période sur WhatsApp, t'avais plein de photos des tuyaux qui tournaient, à l'époque où Philippe Gustin était d'ailleurs préfet de la Guadeloupe, quand il a commencé le plan de rénovation des tuyaux. Ça aussi, c'est encore une autre histoire rocambolesque politiquement, ça. Et les photos tournaient sur WhatsApp et mon père me disait mais en fait ça c'est les tuyaux que je changeais quand je travaillais pour tel entrepreneur quand j'avais 20 ans quoi. Donc les tuyaux ils ont 50, 60 ans. Chaud. Et ils sont amiantés. Ça on n'en parle pas. Voilà. Donc du coup nous on a chlordécone, amiante, c'est bien, c'est un beau cocktail ça. Nous, on est cocktail Molotov, non on le sait même pas, tu vois. Nous, on a un laboratoire de chimie, super. Ok, non mais ouais, on rigole, mais c'est vrai que c'est une situation grave qui a fait, parce que même d'un point de vue sanitaire, enfin, tu vois, il y a eu la crise du Covid, on a demandé aux gens de rester chez eux, de respecter des gestes barrières, d'avoir, tu vois, de se laver souvent les mains, etc. Enfin, de faire attention. Situation comme ça où t'as pas d'eau chez toi, imaginons t'as des enfants en bas âge, des nourrissons, enfin, tu dois faire la vaisselle, enfin. Et quand t'as des personnes âgées chez toi, moi, je me rappelle, avant la mort de ma grand-mère, elle était en hospitalisation à domicile chez moi. Je me rappelle, tu sais, la poubelle jaune où tu jettes le papier, on stockait de l'eau là-dedans parce que elle, en hospitalisation à domicile, c'était impossible de lui administrer des soins normalement. Bah ouais. Et c'est vrai que du coup, les particuliers sont obligés de trouver des astuces. Moi, mes parents, ils sont dans le sud de l'île, enfin Martinique, ils ont moins ce problème-là. Mais du coup, ils ont quand même installé des citernes parce que c'est vrai qu'en fait, quand j'y repense, quand j'étais plus jeune, ado, des fois, il y avait des coupures pendant 2-3 jours, mais pour toi, c'est normal. Enfin, en fait, comme t'es habitué,
vu que c'est ta normalité, enfin ton quotidien, tu te dis pas que en fait c'est pas normal. Ouais. Et quand tu arrives en Hexagone ou ailleurs, les gens n'ont pas ce problème-là, tu te dis mais attends, on est quand même, enfin on est censé être développé. Enfin tu vois, ça peut arriver qu'un tuyau pète ou qu'il y ait un problème. Bien sûr. Mais à répétition comme ça, enfin tous les 2 mois, il y a des problèmes, c'est pas normal. Donc enfin bon, ok. Et même la citerne, c'est un non-sens parce que toi, tout à l'heure, tu as donné le chiffre d'1 milliard d'euros pour rénover l'ensemble des tuyaux. Mais les citernes en Guadeloupe aussi, beaucoup de Guadeloupéens ont fait installer des citernes. Faut savoir que ces citernes étaient subventionnées par le conseil régional. Mais la subvention, le budget alloué, il coûte combien hein, quand tu sais que c'était subventionné à plus de 50% à l'époque. C'est entre 1000 et 5-6 000 euros une citerne, hein, tu vois. Donc moi je trouve que il y a beaucoup de non-sens aussi dans ce problème de l'eau. Proposer une aide pour les citernes, entre guillemets, c'est bien, mais c'est une solution à court terme. Et au final, tu règles pas le problème de base, qui est, faut rénover le réseau de Ouais. tuyaux, quoi. Tu dois La base rénover, d'alimentation. rénover le réseau de tuyaux d'eau sur l'île aux belles eaux. C'est abusé. Écoute, pour le marketing, ça marche bien. Tu vois. Après, voilà. Voilà. Donc, il faut savoir que la Guadeloupe, je sais pas pour la Martinique, mais la Guadeloupe, c'est le deuxième plus haut point d'eau de la Caraïbe après la Dominique. Ouais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le débit d'eau, c'est sur l'une des îles de la Caraïbe où le débit d'eau est le plus important. On manque pas d'eau, on en a même trop. On pourra en revendre. Chaud. On pourrait en revendre de l'eau. Tu vois? Non, mais là, on marche sur la tête, quand même. Ouais. Enfin, On pourrait faire un business d'eau, vendre de l'eau dans les îles avoisinantes. Toi, tu vas à Trinidad, t'as pas de super haute source comme Capes Dolé ou comme Matouba. Ben non, nous on est là à se dire bon à quelle heure on enlève le chlordécone. T'as des batailles politiques pour dire je suis le papa de la rénovation des tuyaux entre l'État et les élus locaux et y a rien qui avance, quoi. toi, qu'est-ce que tu aimes faire en Guadeloupe? Alors, ce que j'aime faire en Guadeloupe, moi, c'est des randonnées, la nature. Franchement, on a la chance en Guadeloupe d'avoir une nature luxuriante. J'aime me promener en forêt, les chutes du Carbet, la Soufrière, c'est des classiques, mais ça reste. Tu fais pas ça qu'une seule fois dans ta vie. Et puis bon, j'aime bien faire des brunchs avec mes potes, quoi. Ouais. On aime bien manger, quoi. Au-delà d'aimer manger, on a la chance, bon, on a quand même cette histoire de chlordécone, mais malgré tout, on a quand même la chance de pouvoir bien s'alimenter, d'avoir encore des produits relativement sains et avoir un régime alimentaire qui peut nous garantir normalement une longévité de vie, quoi. Donc, tu vois, le simple fait de se dire, bon, bah, allez, je vais cueillir 2-3 mangues, c'est du luxe. C'est du luxe et c'est un héritage aussi. C'est aussi tu vois, pour nous, c'est banal d'aller manger une mangue, mais moi, quand je mange une mangue du jardin de mes parents, c'est rempli de souvenirs. Je me rappelle ce jour où on est parti à Marie-Galante chez mon arrière-grand-père récupérer quelques mangues, le jour où on a planté ce manguier, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, en fait, ta famille t'a laissé un super héritage, quoi. C'est clair que nos fruits et légumes locaux, c'est déjà le manger ça, en fait. On n'a pas besoin de plus au final, hein. Parce que même nos parents, ma mère me racontait que la viande, c'était une fois par semaine quand elle était plus jeune. Et eux, bon, déjà, ils faisaient beaucoup plus d'activité physique parce qu'ils marchaient beaucoup. Et en vrai, tu vois, nos aînés, ils vivent longtemps. Donc, on n'a pas. Je pense aussi que, bon, c'est peut-être encore une autre question, mais tout ce qui est autonomie. Enfin, je pense qu'il faut tendre vers l'autonomie alimentaire et on n'a pas besoin d'un régime alimentaire européanisé ou quoi. Enfin, on a déjà tout sur place. En vrai, je dis pas qu'il faut pas manger des riz de pâtes. On peut manger ces choses-là, mais en vrai, on a déjà tout sur place, donc faut en profiter. Ouais, et puis surtout que si tu remarques bien, il y a beaucoup d'éléments un peu à la mode sur l'alimentation en ce moment qui vient des Antilles. Quand on dit ouais, faut manger sans gluten, mais ça fait des années ça fait des millénaires nous qu'on mange sans gluten. On mange des cassaves depuis qu'on est tout petit. Donc nous, on s'est même pas posé cette question du sans gluten. On sait que c'est meilleur que le blé, que la baguette traditionnelle, qui est même pas traditionnelle pour nous. C'est pas notre baguette. Nous, moi, ma mère, quand ma mère qui est de Marie-Galante, elle me dit mais nous, quand on était enfant, on mangeait pas de pain, on mangeait des cassaves le matin, des cassaves plutôt toutes sortes de cassaves, les cassaves qu'on connaît, les cassaves Jom, tu vois. Donc pour nous, et c'est ça qui est aussi embêtant de voir que tout ce qu'on fait est remixé. Comme s'ils avaient une innovation incroyable comme la permaculture. Oui, nous, c'est notre jardin créole, hein, tu vois. Donc, alors Karine, quand on a débriefé, tu m'as dit que du coup, tu étais née à Paris et t'es arrivée à l'âge de 8 ans en Guadeloupe. ouais, T'as grandi et vécu en Guadeloupe jusqu'à ton départ? ouais, exact. Ok. Du coup, avant ton départ, tu travaillais dans quoi en Guadeloupe? Oh, je fais tellement de choses en Guadeloupe. Mon premier vrai boulot, je l'ai vers... Mon premier vrai boulot, je l'ai vers 19 ans où je suis alternante dans une société de location de bateaux. Je fais ça pendant 2 ans pour passer mon BTS tourisme. Ensuite, je trouve un job dans l'une des premières startups de Guadeloupe à l'époque.
C'était une agence de voyage en ligne. Là, je m'essaye à la vente, voilà, la vente en ligne et puis ensuite, je reprends mes études. Je quitte cette boîte, je reprends mes études, je passe un master en ressources humaines et là, je trouve un job à la chambre de métier où on me demande, de restructurer des filières artisanales. J'y reste 2 ans parce que forcément, tu vois, j'ai mon cycle. C'est-à-dire, moi, tu respectes le timing, quoi, pas plus Voilà, longtemps. donc là, j'ai le cycle qui est en train de mouliner, quoi. Et je démissionne comme une folle. Du jour au lendemain, je pars, quoi. Et là, je lance un groupement d'intérêt économique pour les chauffeurs de taxi où je continue à restructurer la filière, où je fais une espèce d'auto-incubation, où je lance plein d'activités en même temps. Donc, bon, dit comme ça a l'air simple, alors que ça a été une période quand même qui était pas simple du tout. Voilà, de restructurer un secteur qui est pas bankable du tout en plus à l'époque. C'était pas rentable, l'activité de taxi en Guadeloupe? Bah, vu de l'extérieur, ouais, c'était pas rentable. Tu avais beaucoup, de personnes en âge de partir à la retraite, à l'époque, donc des entreprises vieillissantes, des véhicules vieillissants et surtout, moi, je lance ça en pleine bataille entre Uber et les VTC. OK, ah oui, ouais, tu bien choisi ton moment. Ouais. Sauf qu'en Guadeloupe, on n'était pas en guerre contre les VTC. Il y avait une bonne tu vois? Voilà, une bonne cohabitation, mais ça a été une super expérience pour moi parce que j'ai fait du lobbying économique, politique aussi. J'ai beaucoup travaillé avec des députés pour faire changer parfois, certaines parties de la loi pour les taxis. Voilà, j'ai lancé une régie publicitaire, j'ai lancé, une application mobile, j'ai lancé un centre de formation et puis ensuite j'ai gardé l'activité qui me rapportait le plus, quoi. Et qui était laquelle, du coup? Le centre de formation. Tu proposais quel genre de formation? Bah, en fait, moi, c'était, un centre monoproduit où que de la formation, de chauffeur de taxi, où je les faisais rentrer sur le certificat de capacité. Ils avaient leur diplôme, j'allais leur chercher des licences gratuites, hein, gratuites. Ça se paye pas forcément une licence, faut le savoir. Et je négociais avec les maires, c'est pour ça que j'avais beaucoup d'échanges aussi avec les élus et cetera, vu que c'est une profession réglementée. Je leur faisais un produit clé en main, je leur trouvais des véhicules défiscalisés, j'avais des partenariats avec des concessionnaires automobiles et voilà quoi, c'était une formation, prêt à se lancer quoi. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette activité, en plus du fait qu'elle rapportait? En fait, ce qui m'a plu dans cette activité, c'est d'avoir ce sentiment d'avoir un impact sur le système économique. Démontrer à l'État qu'il a tort sur la vision qu'il a des chauffeurs de taxi. Vis-à-vis de mes élèves aussi, les accompagner à un moment de leur vie où tout est compliqué, où en fait, tu arrives à un moment de la vie des gens où ils sont perdus en fait. Et que toi, parfois, t'es comme un phare au bord de l'eau. Et t'es engagé parce que là, tu as un père de famille en face de toi, une mère de famille qui te disent bon là, c'est tendu pour moi, bientôt j'aurai plus de quoi nourrir mes gosses, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, des gens des gens qui ont eu des passés difficiles aussi, qui ont eu des problèmes avec la justice, que tu dois sortir de là. Tu travailles avec des SPIP, tu travailles aussi avec des avocats pour effacer certains casiers judiciaires, surtout quand il y a eu des erreurs judiciaires sur les casiers des gens, surtout pour redonner une chance aux gens, quoi, leur redonner une chance dans la vie, pour leur permettre de nourrir leur famille, quoi. C'était ça qui m'animait. Donc, tu vois, t'agis à un niveau macroéconomique, t'agis aussi sur un niveau microéconomique parce que bon, c'est une niche, mais t'agis aussi positivement dans la vie des gens, quoi. C'était quoi la vision de l'État vis-à-vis des taxis? À l'époque où je rentre sur ce dossier, l'État se dit, alors, tu vois, c'est seulement il y a quelques semaines, quelques mois que je comprends ce que j'ai fait avec le recul. Je me dis, j'étais vraiment inconsciente, je me dis. À cette période-là, en fait, Macron est ministre de l'économie. Lui, il est à fond. Tu peux nous dire à peu près l'année? On est en 2000, alors je lance le GIE en 2014, donc on est entre 2014 et 2016, 2017 même. Macron est ministre de l'économie et il décide, tu vois, t'as entendu parler des Uber Files, là, il y a pas très longtemps. Oui. Donc nous, on rentre au moment où les Uber Files commencent, mais en catimini au ministère de l'économie, en fait. Donc, à ce moment-là, l'État souhaite utiliser la Guadeloupe comme laboratoire pour créer une jurisprudence pour faire disparaître les chauffeurs de taxi du territoire français, en gros, et laisser la place à Uber. Et en fait, ouais. Et à ce moment-là, en fait, tout se joue en Guadeloupe. C'est ce que les gens ne comprennent pas forcément. On fait tout un tas de grèves. On a 1 an de réunion. Alors moi, je crée un syndicat parallèlement à ça, l'Union nationale des taxis, parce qu'il faut un syndicat pour parler avec l'État. Hein.
Il faut être représentatif. L'Union nationale des taxis, bon, c'est un syndicat national, c'est le plus gros syndicat national. Et je rentre en Guadeloupe sur un coup de tête encore. Je me fais humilier au cours d'une réunion par un chauffeur de taxi qui me dit: t'es qu'une nana, qu'est-ce que tu viens faire dans d'autres trucs? Alors, je suis revenue une semaine après avec ce syndicat sur la table pour continuer de négocier. En fait. Et la vision de l'État, c'est de se dire, on va utiliser le port autonome de la Guadeloupe où se côtoient les VTC et les taxis pour faire en sorte de valider le fait qu'un VTC puisse charger un client sans commande préalable. Parce que c'est ça la différence entre le taxi et le VTC. Sauf que c'est pour ça que c'est plus difficile pour un taxi de commencer une activité parce qu'il utilise l'espace public pour faire son business en fait. Et l'espace public ne lui appartenant pas, l'État réglemente. Et là, on se rend compte qu'on commence une âpre bataille avec la direction du Grand Port Maritime de l'époque. Je passe des années à faire des réunions. Hein. Franchement, si j'ai pas attrapé une réunionnite... Supprimez-moi ces points, j'en ai marre. Voilà. Où tout le monde se prend la tête, où c'est un sketch, t'as l'impression je pense que ces réunions, c'était les prémices de TikTok. Franchement, tellement c'était rocambolesque. On passe des années en réunion, ça avance pas, et on se rend compte en fait que le port autonome veut nous faire croire que le port autonome c'est un espace public, alors que c'est un espace privé puisqu'il y a une concession qui est donnée sur une centaine d'années par l'État. Donc si l'État te donne une concession, c'est que t'es pas un territoire public, tu vois. Donc tu vois, ils jouent un petit peu là-dessus pour essayer de nous couillonner, hein, en gros. Nous, on se laisse pas faire, on prend des avocats et on fait rentrer des avocats dans les négociations. Le sous-préfet de l'époque fait venir tous les élus de la Guadeloupe, région, les maires, il n'y avait pas de députés autour de la table, mais la bataille est âpre. On décide finalement de porter plainte au tribunal administratif pour dénoncer ça et on gagne le procès. Ce qui oblige à ce moment-là les VTC à devenir chauffeurs de taxi. Donc le but, c'était pas de supprimer les VTC. Cette expérience-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'État souhaite faire ça, elle continue de mettre les Guadeloupéens, en fait, dans une précarité. VTC en Guadeloupe, tu tiens quelques mois sur la saison touristique, mais quand il y a plus de touristes, tu travailles plus. Voilà. Donc moi, à l'époque, je passais pour celle qui prêchait pour sa chapelle, mais un chauffeur de taxi, par contre, quand il y a plus de bateau, il peut faire du transport médicalisé, et là, c'est 6, 7, 8 000 euros de chiffre d'affaires par véhicule qui tourne, quoi. Ouais, parce que surtout que, chez nous, la 3/4 des gens ont leur voiture. Le reste, bon, soit ils font du covoiturage, ils font du stop sur la route, ou ils prennent les taxis collectifs. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'usage du VTC chez nous, je sais pas si c'est quelque chose qui va percer. Ça marche dans les grandes agglomérations, mais... Pas sur une île, ouais. Ouais, sur une île, j'en doute moins. T'as le lobby des concessionnaires automobiles ouais, aussi. Chez nous, tu vois, donc voilà. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé du coup à quitter la Guadeloupe? J'en avais déjà plein le dos bien avant ça. Ça a été il y a eu plusieurs éléments en fait. J'ai pas eu un déclic où je me dis, je me suis dit au bout de 15 jours je me lève, je m'en vais. Ça c'est sûr, mais je suis quand même à une période de ma vie où moi, tu sais, il faut 10 ans pour structurer une filière. Là, ça fait 7 ans que je fais la même chose à ce moment-là. La filière elle est structurée, les gens travaillent, j'ai formé des centaines de personnes, donc franchement, je me dis ça y est, je sens que j'arrive à la fin d'un processus. Je peux pas continuer toujours à faire la même chose, quoi. Et en même temps, j'ai ma fille qui s'approche de l'âge de la majorité, il faut lui payer ses études, et moi, je me vois mal à la période Covid, rester en Guadeloupe pendant que elle est en plein Covid ici en métropole. Et puis bon, le but, moi, ma fille, c'est une enfant qui est très pratico-pratique, les longues études, ça l'intéresse pas. Elle veut être chef d'entreprise le plus tôt possible. Elle s'est un peu inspirée de maman, non? Ouais, voilà, mais moi, j'ai perdu beaucoup de temps dans les études, contrairement à elle. Enfin, perdu du temps, voilà. T'as fait ton parcours. Ouais, voilà, c'est ça. Et elle a une idée précise de ce qu'elle veut, que j'avais pas moi d'ailleurs à son âge. Donc elle me dit, pendant le Covid, elle me dit, maman, j'ai envie de travailler monter une savonnerie. Elle sait qu'elle veut faire de l'esthétique globalement ou alors bosser dans les voyages. Donc elle a 2 projets, se lancer dans l'esthétisme ou devenir chef d'avion. Bon, l'esthétisme en Guadeloupe, c'est s'assurer. Et chef d'avion, c'est vraiment un métier que moi-même je connaissais pas avant qu'elle m'en parle en fait. Voilà. C'est un peu le chef des stewards, non, c'est ça? Ou... Alors selon ce qu'elle me dit, le chef d'avion, c'est celui qui vérifie l'équipement de l'avion avant qu'il décolle. Donc voilà, donc elle veut faire ça. Je me dis, bon, en Guadeloupe, c'est quand même assez limité. Moi, j'ai fait la majorité de mes études à distance. Et voilà, et puis même moi, j'ai besoin de respirer, quoi. 30 ans au même endroit, des fois, t'as beau sortir, revenir, tu te sens un peu comme un poisson rouge dans son bocal. Et j'ai envie, à ce moment-là, j'ai envie aussi de voir autre chose et de m'envoler vers d'autres horizons, quoi. Parce que c'est la vie sur place qui te plaît
plaisait plus, ou le monde professionnel dans lequel t'étais, ou un mélange de tout ça, la mentalité, ou peut-être le manque de... Ouais, t'avais l'impression de voir la même chose tous les jours? Ouais, alors c'est un mélange des 2. Le quotidien devient difficile, tu vois? Quand tu te réveilles, je me suis retrouvée à hurler au téléphone après des gens parce qu'il y avait pas d'eau. Un jour, je me réveille, j'allume la radio, j'entends qu'un mec s'est pointé dans une réunion d'élus avec un fusil parce que ça le rend fou de pas avoir d'eau, parce que ça rend vraiment fou de ne pas avoir d'eau, hein, vraiment, hein. Ah oui, bien sûr, ouais, ouais. C'est quelque chose qu'on minimise, l'impact psychologique du manque d'eau sur la population. Franchement, faudrait faire une étude là-dessus parce que ça rend dingue. Donc ça me pèse. De ne pas avoir d'eau, ça me pèse vraiment. Et de l'autre côté, professionnellement, j'en ai marre d'être... toi, tu parlais de fin de show. Bon, on y vient. C'est toi qui l'as dit, hein. Moi, j'aurais pris le Oui, terme. oui, j'assume. C'est comme ça qu'on dit ça. Et donc voilà, je travaille sur plein de projets. À ce moment-là, je travaille avec un groupe d'entrepreneurs sur le label French Tech, d'ailleurs. Et là, l'obtention, on arrive à avoir le label French Tech pour la Guadeloupe, mais l'obtention de ce label, d'un côté, c'est une victoire, mais de l'autre, en off, c'est une bataille sanglante. Et je me dis, oh là là. Alors déjà, pour les chauffeurs de taxi, j'étais déjà dans une bataille aussi, mais moi, je sais mettre les gens en avant. Je sais me retirer, en fait, à un moment donné dans un projet et me dire, là, j'ai plus ma place. Il faut un renouvellement. Il faut de nouvelles têtes. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que le projet vive, tu vois. Moi, les taxis, j'étais censée impulser les choses. Structurer une filière, c'est donner de l'impulsion. C'est pas être la maman de la filière jusqu'à la fin des temps, quoi. C'est pas moi ce que je recherche quand je travaille sur un projet. C'est la viabilité du projet qui est intéressant. Et là, en fait, sur ce label French Tech, il y a des batailles, mais alors entre entrepreneurs, entre des personnes qui ne viennent pas du monde entrepreneurial non plus, mais on travaille sur un secteur, donc tous les acteurs sont importants. Bataille aussi avec certains politiciens qui ont décidé d'être aussi les papas du truc. Donc toi, ça en fait, ce manque de vision et de clarté sur l'aspect macroéconomique de l'île, ça nous tue parce que on préfère à ce moment-là scier la branche sur laquelle on est tous assis plutôt que de se dire bon on va laisser pousser le projet, moi je me retire, vous un tel et un tel vous aimez pas, et puis on en fait toujours une affaire personnelle. Donc t'as un problème professionnel avec quelqu'un, le mec en face il faut qu'il te détruise jusqu'à ce que t'aies plus rien, quoi. Ça aussi c'est quelque chose qui me fatiguait au bout d'un moment, et je me disais j'ai pas envie que ma fille vive dans cet environnement-là, je pense, aussi. Ok, je comprends. Ouais, donc ça a été plein de choses qui t'ont poussé à partir. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps que t'es parti là? Là, ça va faire 2 ans. Du coup, là, tu vis à Nice. Pourquoi avoir choisi cette ville? Ah, je l'ai pas choisi. C'est que mon compagnon de l'époque me dit, écoute, j'ai trouvé un poste à Monaco, donc on va à Monaco. Je suis ok, on y va. Voilà. C'était pas forcément un choix, mais c'est pas plus mal que ça, parce que tu vois, la transition Guadeloupe en hiver, en tout cas, est plus doux ici, donc la transition était moins violente. Comment tu l'as vécu ce départ? Est-ce que tu l'as vécu comme un déchirement, une libération? Comment... Alors tu vois, je te parlais de métaphore. Moi, je pars de la Guadeloupe comme Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie. Je cours avec ma petite valise et tout. Je suis trop contente. Après tout ce que tu as vécu, je pense que oui, t'avais un peu un trop plein de choses, et ouais, tu t'es dit parce qu'au final, en fait, je pense que ce que tu as regretté, c'est que en fait les batailles d'ego et d'intérêt personnel ont phagocyté le projet qui dépasse tout le monde et qui bénéficie au territoire, et c'est ce que tu reproches en fait surtout aux différents acteurs dans le label French Tech. Ouais, exactement. Et surtout à certains acteurs politiques de l'époque qui eux aussi veulent avoir une certaine paternité, mais il n'y a pas de paternité ou de maternité dans ce genre de projet. T'es en train de structurer un secteur, t'as besoin de tout le monde, en fait. C'est comme si tu me dis que tu veux faire un gâteau, mais qu'avec les œufs, les œufs, faut qu'ils gèrent aussi avec la farine, quoi. Tu vois? Tu vois? Donc c'est une recette, il faut trouver un bon équilibre. Oui, et cette guerre d'ego, ce qui est embêtant, c'est que quand tu travailles sur un secteur, si le secteur évolue, s'il se développe, tout le monde sera gagnant. Tout le monde va manger, tout le monde mangera. Il y aura des subventions, l'État débloquera des fonds, il y aura des investisseurs, les banques vont mettre plus d'argent. Et quand tu travailles sur un tel label, le but c'est d'injecter plus d'argent dans le secteur pour avoir à terme, au bout de 5 ou 10 ans, un secteur qui puisse s'autosuffire. J'ai réfléchi, en fait, c'est marrant parce que tu sais, souvent quand on parle entre nous dans la communauté, on dit que voilà, il faut qu'on soit plus solidaire, qu'on monte des projets ensemble, qu'on se donne la force et tout. Du coup, toi, est-ce que tu dirais que par rapport à ce que tu as vécu, en fait, au final, il y a un discours, et derrière, dans les actes, les gens pensent, comment dire, les gens ne sont pas dans cet état d'esprit au final, quand il faut vraiment passer à l'action et le faire. En tout cas, faire cohésion, tu vois. Alors moi, je pense qu'on sait faire cohésion, paradoxalement. Je pense qu'il y a encore de bonnes personnes avec un bon état d'esprit. Toi, le label French Tech, le mec qu'on avait
choisi pour être le visage de la French Tech à ce moment-là, le mec, c'est la Suisse. Il est ni politicien, ni chef d'entreprise. Et c'est en ça que moi, je trouvais que c'était une bonne personne à mettre en avant. Mais d'un côté, t'as les politiciens qui disent, bah non, c'est pas un politicien, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Et de l'autre côté, t'as les chefs d'entreprise qui disent, c'est pas un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Mais le gars, c'est le liant. L'État l'apprécie, les chefs d'entreprise l'apprécient, il sait monter des dossiers, il peut te lever 200 000 euros en une année. Qui tu veux mettre d'autre? C'est the right man at the right place. Et ça, il faut l'accepter. Ce que ce mec a fait à ce moment-là, moi, j'étais incapable de le faire. Et il faut aussi reconnaître la limite de ses compétences sur certaines choses, tu vois. Et mais à ce moment-là, on arrive à se fédérer pour encourager ce gars-là à ce moment-là, tu vois. Pareil, il y a eu un super événement ce week-end et j'envoie un clin d'œil à ma copine Églantine Mamet qui a lancé le salon Boost Up Experience en Guadeloupe ce week-end. Ça a été un franc succès. C'est quoi le principe? Le principe, c'était de faire un salon basé sur l'entrepreneuriat. Ils ont fait venir des investisseurs étrangers. Il y avait des ateliers, des formations, des conférences. Il y a eu une super conférence sur les industries culturelles aussi. T'avais Brother Jimmy, il y avait Gaël Musquet aussi qui a un hacker positif, hein, j'entends bien. Qui est guadeloupéen aussi et qui travaille sur de gros projets à l'international. Ça a été le premier événement pour les entrepreneurs avec des personnalités à la fois locales, nationales et internationales. Ça a été une prouesse en fait d'organiser un tel salon à cette période-là en Guadeloupe. Quand tu regardes le truc en backstage, tu te rends compte que à la dernière minute, t'as des gens qui annulent parce que ils sont téléguidés par certaines personnes haut placées au pays pour faire capoter le projet. Donc toi, il y a des gens en Guadeloupe qui en un coup de fil appellent tes fournisseurs pour te laisser tomber à la dernière minute. Et ça s'est fait pour ce salon, tu vois. Elle a réussi à le faire. Par contre, ce qui lui a permis de réussir, d'aller au bout de son projet, c'est parce que t'as quand même des gens qui sont solidaires, qui connaissent sa capacité de travail et qui lui ont dit, mais non, c'est un beau projet, on y va. Donc ça me prouve aussi qu'en 2 ans, les choses ont quand même réussi à changer et que je pense que le gros du problème, c'est que les gens qui sont capables d'affronter ce genre de tempête ne se mettent pas suffisamment en avant, en fait. Les gens ont peur. Et du coup, ça laisse la place qu'à ceux qui sont là pour terroriser les autres. Ils ont peur de quoi d'après toi? La Guadeloupe, c'est petit, hein. Tu vois, quand tu perds ton boulot, c'est la fin du monde, hein. T'as un projet qui tombe à l'eau, il te faut des années pour t'en remettre, tu vois. Tout est fragile. En fait, c'est à double tranchant. Nos territoires, vu qu'on est petit, si tu as un bon service, un bon produit et que tu fais du bon taf, du bon travail, tout le monde va le savoir très vite et tu vas monter très haut. Mais par exemple, si tu as mauvaise presse ou quoi, ça peut te desservir ou en tout cas si on veut casser ton image, en fait, ça peut aller très vite pour couper les ponts avec tous les acteurs du réseau, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Et c'est ça qui est embêtant. En plus, paradoxalement, tu te dis, bon, si j'avais mis toute cette énergie, toute l'énergie qu'ils mettent à saboter ton travail, si on mettait tous cette même énergie-là à faire de l'argent, mais on serait pas, la Guadeloupe serait riche, les Antilles seraient riches aujourd'hui. Pour toi, comment on pourrait changer ça? Sincèrement, j'ai pas vraiment de solution. Moi, je pense qu'il faut juste, en fait, le problème, il est, comment on appelle ça? Pour moi, c'est des problèmes un peu multiscalaires, tu vois, à différentes échelles. T'as l'état d'esprit des gens. Pour moi, en Guadeloupe, on est des traumatisés, les Antillais, on est traumatisés. On a besoin de faire de la psychogénéalogie, les enfants. Faut qu'on répare nos traumas. Il faut qu'on répare nos traumas parce que, tu vois, même moi, en arrivant ici, il y avait tellement de blocages en Guadeloupe que je transposais les blocages ici. Alors que ce qui peut prendre, 3 mois à faire en Guadeloupe, je peux le faire beaucoup plus rapidement ici. Mais je suis tellement formatée par cette énergie du blocage que des fois, j'ai perdu du temps sur beaucoup de choses, tu vois. Comme quoi? Par exemple, au moment où je décide de faire ma pause et de reprendre le travail salarié, j'aurais pu arrêter ce boulot-là bien avant. Mais tu vois, je suis toujours dans cette idée que pour rebondir ici, ça va être plus compliqué qu'en Guadeloupe, alors que pas du tout. Je me suis dit que monter un réseau, ça allait me prendre du temps, alors que pas du tout. Là, depuis 2 semaines, j'ai repris le réseautage, ça va vite, tu vois. Donc il y a tous ces blocages qu'on se met déjà d'un point de vue individuel, et ensuite d'un point de vue plus collectif. Le problème de la Guadeloupe, on n'a pas de vision à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Toi, t'as des politiciens qui sont là pour leur carrière personnelle, bien souvent, qui arrivent à la tête de la région, du conseil départemental, etc. et qui s'imposent pas, quoi, qui disent pas, voilà, la région c'est obsolète, aujourd'hui on a besoin d'un outil où on est plus autonome, où on prend des décisions par nous-mêmes. Donc comment tu peux demander à un peuple qui est infantilisé d'être adulte même dans le rapport qu'il a à lui-même? Mais est-ce que comment dire, parce que tu vois, je sais pas si tu connais Mathieu Gama. Mathieu Gama, oui. Il a écrit un livre, ouais. Le jour où les Antilles feront peuple. Et du coup, j'ai fait une interview avec lui. N'hésitez pas à aller l'écouter parce qu'elle est superbe. Et en gros, tu vois, il te dit que
pour lui, en fait, faut pas compter sur les politiques et qu'en gros, c'est à nous, enfin, à s'organiser, pour dire on peut créer des coopératives, des associations et utiliser la société, voilà, la société civile, pardon, pour avancer, mettre des projets qui nous aident en fait. Toi, est-ce que tu penses qu'on peut se passer des politiques ou pas? On peut pas se passer des politiques. Pourquoi? Tu vois, moi, la restructuration de filière taxi, je la fais sur une activité qui est réglementée. Et toi, là, il y a un autre exemple en ce moment où il y a des enjeux importants, c'est la géothermie. La géothermie, pour pouvoir forer, il faut des autorisations de l'État. Donc, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup creusé, mais en tout cas, je sais que les autorisations, ça fait des années qu'on entend parler de la géothermie, on les a toujours pas. Voilà, parce que, ben voilà, c'est des échanges avec l'État, même si l'État dit, ouais, super, c'est un bon projet, mais on n'a pas encore commencé à forer, quoi. Et ça fait 2, 3, 4 ans qu'on entend parler de ce projet, tu vois. Donc, pour les projets à forte valeur ajoutée, là où il y a réellement de l'argent, tu penses bien que l'État aura la main mise là-dessus, tu vois. Pareil pour la coopérative, tu vas créer une coopérative agricole, mais il va falloir commencer à exporter ce que tu produis. Mais pour exporter, bah, faut passer par le port autonome. À qui appartient le port autonome? À l'État? C'est l'État. C'est l'État. Tu vois, c'est l'État qui sait, qui gère ce qui rentre et qui sort. Donc, avoir une vision citoyenne du développement économique, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et pour moi, ça va être mon nouveau combat aujourd'hui, d'avoir une vision plus citoyenne et plus même holistique de l'avenir dans lequel on doit avancer. Mais d'un autre côté, faut qu'on prenne les rênes de ce qu'il y a de la valeur ajoutée pour nous. Tu vois, on devrait pas attendre aussi longtemps pour développer un projet sur la géothermie. C'est pas normal. Ça devrait être une urgence économique. Et écologique en plus, Et quand on connaît écologique. les enjeux maintenant, ouais. Toi, comment tu t'es adapté à la vie à Nice? Est-ce que ça a été facile ou pas? Alors, au niveau professionnel, ça a été facile. J'ai trouvé du boulot rapidement. J'ai pas galéré pour ça. Après, le lien qu'il y a avec les gens, c'est particulier hein, ici. Hein. Franchement, j'avoue. Ah, vous le voyez André pas, mais il Nice, fait quoi. des yeux de droite à gauche comme ça, là. En fait, ce qu'il y a de bien dans cette ville, c'est que t'as pas toujours l'impression d'être en France. Parce que t'as Monaco à côté, t'as l'Italie qui est pas très loin. Et puis quand tu marches dans Nice, c'est cosmopolite. T'as des Anglais, des Japonais, voilà, des Marocains. T'as toutes les nationalités dans cette ville. Et moi, c'est ce que j'aime ici. Bon, après, tisser du lien, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé aux Antillais, mais ils ont majoritairement déserté Nice. Les Antillais à Nice, ça raconte les gaziers clairs, je vous le dis. Il y en a pas beaucoup. Hein. À un tel point que quand je roule avec ma voiture, quand je croise un Guadeloupéen, le mec il me fait ouais, Guadeloupe, ouais, moi aussi c'est Guadeloupe, C'est l'événement, quoi. grave quand on se voit, on se fait Guadeloupe, ah ouais, on est trop contents, genre on se connaît depuis 10 000 ans, tu sais. Ouais. Ouais, après, c'est vrai que c'est pas, enfin, en tout cas, de ce que je connais, c'est pas une ville où t'as une forte communauté. Peut-être Montpellier, Toulouse, ok, mais ouais, Nice, j'ai Ouais, pas non, Nice, l'impression. t'as beaucoup de Réunionnais et de Comoriens à Nice, ouais. Ouais, une forte communauté réunionnaise par contre. Qu'est-ce qui te plaît à Nice? Bah, le soleil, déjà il fait bon. Franchement, j'aurais pas pu passer de la Guadeloupe à Paris direct. Ça aurait pas été possible pour moi. Ce qui me plaît à Nice, tu sais, c'est pas au niveau des paysages, c'est pas bon, c'est un peu sec hein, quand même comme ville, mais bon, moi j'ai quand même réussi à me créer un petit écosystème qui me fait un peu penser à la Guadeloupe. T'es pas loin de la mer, mais en même temps t'es pas loin de la montagne non plus, quoi. Donc ce côté mer et montagne, ça c'était important pour moi de retrouver ça aussi. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver ça. Et puis ce que j'aime, comme je te disais, c'est la diversité des paysages, quoi. Franchement, il y a puis l'architecture est jolie à Nice. Au niveau social, est-ce que tu as pu te refaire des amis, un cercle autour de toi, de connaissances Est-ce que tu t'es bien intégré, tu dirais? La première année, non, franchement, parce que bon, j'avais plein d'autres problèmes à gérer. J'étais un peu... Les problèmes pratico-pratiques, quoi. Faut trouver un taf et ça, trouver un voilà. appart, etc. Ouais, ok, d'accord. Mais sinon, oui, là, j'arrive à me refaire des amis, un cercle d'amis. Après, tes premiers potes, tu te les fais au boulot, donc voilà. Et puis là, sur le réseautage que je fais avec d'autres entrepreneurs. Après, j'ai beaucoup d'amis qui sont sur Paris, bizarrement. Je sais pas comment je fais mon truc, moi. Après, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je discute avec plein de gens. Donc je discute avec des gens qui sont sur Paris, qui ensuite me mettent en contact avec des membres de leur famille sur Nice. On échange, et puis voilà, je crée du lien comme ça, quoi. Serait quoi pour toi les différences entre le monde du travail, enfin, en tout cas, la mentalité au travail à Nice en Hexagone par rapport à la Guadeloupe? Alors ouais, c'est une bonne question. Parce que même si, je trouve qu'il y a quand même des aspects négatifs sur le travail, on est quand même des gens bien éduqués. Ça, faut quand même enfin, on le sait, mais il faut quand même le dire. On est des gens bien éduqués. Tu vois, ici, professionnellement, les gens, ils vont te ghoster. Ils te disent, ouais, j'ai oublié le rendez-vous et tout, on se redonne rendez-vous plus tard, et tu les entends pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils te ghostent. C'est normal de ghoster ici. Ok.
Attends, un rendez-vous pro? Que ce soit pro ou perso, ouais, même pro, Ah ouais. ouais. Ouais, tu fais là où je bossais, on faisait du recrutement, ben, les gens, tu leur dis de venir pour un entretien, ils se pointent pas, tu les appelles, ils te répondent plus, enfin, ils font les morts, quoi. Ghoster ici, c'est un sport national. Ouais. Ah, mais ça, c'est une nouvelle tendance, effectivement, où parce que, ouais, je pense comme le rapport de force s'est inversé, où tu as beaucoup d'entreprises qui sont manque de personnel. En fait, dans certains secteurs, les candidats, ils s'en fichent, ils savent que la boîte d'à côté recrute aussi, ou ouais, ça devient compliqué, hein. En Guadeloupe, je trouve que oui, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'effectivement, le rapport de maintenant, faut que l'entreprise soit bankable, qu'elle ait des valeurs, etc., pour attirer de nouveaux talents. Mais je pense qu'en Guadeloupe, aux Antilles, tout est tellement petit que t'oserais pas faire ça, parce que tu sais pas où est-ce que tu vas recroiser la personne, en fait. C'est clair, ouais, c'est clair, ouais. Tu vas la recroiser à Carrefour 2 heures après au rayon charcuterie, ouais, non, Ça, tu vas chercher une non, maison, c'est en clair. vérité, le mec, ça va devenir ton propriétaire, enfin, ton bailleur, tu vois, donc ça reste délicat d'avoir cette attitude-là en Guadeloupe, quoi. Est-ce que la Guadeloupe te manque? Ouais, sur certains aspects, oui. Ouais, franchement, Lesquels? la nourriture déjà, parce que bon, à Paris, t'as Exotic Center, moi je bats ça, hein. Il y a pas de. Mais t'as dit qu'il y a des Marocains, il y a pas peut-être des épiceries un peu arabes où t'as quand même des, tu vois, les bananes plantains, igname, tout ça, Ouais, mais manioc, c'est pas pareil, tout tu ça. trouves pas tout en fait. Tu vois, t'as envie toi, si je veux faire des lambis, Ah ouais, faut te lever tôt. ouais, vraiment, faut que je prenne l'avion maintenant. Tu Ça vois. va faire cher le lambi. Ouais, c'est ça. Tu voulais qu'on aborde le sujet de l'autodétermination. Pourquoi tu voulais en parler? Parce que c'est le moment. Pourquoi les gens ont peur? Je comprends pas. Toi, il y a eu un congrès la semaine dernière en Guadeloupe. J'ai pas écouté, hein, parce que franchement, depuis 2003, où Victorin Lurel nous avait servi sa sauce en nous disant, oh là là, si vous accédez à l'autonomie, vous allez tous finir comme des mendiants. En fait, vous allez vous appauvrir. Il a fait peur aux gens en 2003. Hein, on est en 2023. Tu vois. 20 ans plus tard, toi, la peur, elle est bien ancrée, elle est bien cristallisée dans la tête des gens. Tu vois, on parlait de la géothermie, etc. Moi, je trouve que les Antillais, on est quand même une génération, nous, les quarantenaires, où nos parents ont quitté la Guadeloupe, ils sont venus faire leur vie ici, puis ils sont retournés au pays. Nous, on a étudié. Quand je dirigeais le réseau Startup Join en Guadeloupe, par exemple, je découvrais des profils d'Antillais qui font des choses extraordinaires dont on n'a pas idée, quoi. Toi, il y a Gaël Musquet qui était au Boost Up Experience ce week-end, mais moi, j'avais découvert un Guadeloupéen qui a été DAF chez eBay pendant une dizaine d'années, tu vois. Et ça, c'est des profils qui sont extraordinaires et qu'on ne connaît pas. Tu vois, toutes ces compétences réunies sur des mêmes projets, à la fois, parce que pour moi, la diaspora a un rôle à jouer. On parle de retour au pays, etc. Et ça, c'est très bien. Mais à quel moment la diaspora aussi investit sur son économie? Hein, dans la diaspora, il y a des gens qui ont réussi professionnellement. Ils sont où? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire business angel là aujourd'hui? J'en suis sûre que oui. Ta question, c'est plutôt qu'il faudrait les rendre visibles ou il faudrait les inciter à investir au pays? Il faudrait les inciter à investir au pays, parce que tu peux être business angel et pas forcément visible, mais en tout cas qu'ils puissent, voilà, rentrer dans des fonds d'investissement, peut-être créer des fonds d'investissement, où ils pourront se dire, bon, voilà, j'ai pas envie, parce qu'il y a des gens qui ont pas envie forcément de rentrer au pays parce qu'ils ont des activités professionnelles, ils ont leur famille en Suisse ou je ne sais trop où, et pour qui c'est pas possible de rentrer au pays, d'accord? Mais moi, je crois plus à l'ère du numérique, à cette histoire de fuite de cerveau. Tu peux rentrer. Pour certains, il faut d'accord rentrer. Mais le cerveau ne fuit pas. Regarde, toi et moi, on est connectés là. Enfin, et on est dans un brainstorming. Donc, je pense qu'il y a un apport et un équilibre aussi à apporter à tout ça. Celui qui peut pas rentrer, il faut aussi qu'il soit acteur du changement. Malgré la distance peut pas être un argument pour se dire bon ben voilà, je suis loin, je m'occupe plus de mon île, etc. Je comprends ce que tu veux dire. Après, par rapport à la fuite des cerveaux, en fait, c'est que, comment dire, c'est qu'en fait, concrètement, on manque de gens, en fait, sur le territoire, tu vois, pour, je sais pas, un truc tout bête, mais tu vois, par exemple, il y a beaucoup de parents qui vieillissent et qui restent au pays et il y a personne pour s'occuper d'eux parce que Oui, les enfants sont partis. c'est vrai. Quand encore, du coup, enfin, ça fait une baisse. On a moins d'actifs, donc il y a moins de consommation, les entreprises font moins de chiffre d'affaires. Enfin, tu vois, ça a il y a moins de naissances, etc. Donc, je rejoins sur le fait qu'effectivement, c'est pas parce que t'es pas sur le territoire que tu peux pas permettre au territoire de se développer ou de rayonner, parce que tu peux avoir un impact à distance, tu vois, comme tu dis, en investissant, etc., ou même en étant un pont entre la Martinique et là où tu es, par exemple au Ouais, Canada ou ailleurs. tout à fait. Mais le fait que les personnes ne soient pas sur place, en fait, c'est que du coup, ça crée un vide de population qui est rempli par d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'attache avec le territoire. Tu parles du Et ça, substitution. ouais,
Ouais, c'est ça. Et non, mais en vrai, c'est un Je vrai suis sujet, tu vois. Enfin, d'accord. moi, je suis pour. Moi, je suis, tu vois, les gens vont où ils veulent, y a pas de souci. Mais moi, ce que je dis, c'est que je veux que les gens de chez nous puissent rentrer Quand ils veulent. le plus facile, voilà, le plus facilement quand ils veulent, tu vois. Je suis Et que ce soit d'accord. pas, on dirait que c'est un chemin de croix, tu vois, le retour au pays, c'est fou. Enfin, Oui, mais tu vois, s'il y a des, comme tu dis, c'est vraiment le chien qui se mord la queue parce que si tu as des gens qui investissent au pays, les entreprises sont pérennes, il y a du travail, ce sera pas compliqué de rentrer en fait. Ce qui bloque souvent les gens, c'est cette idée de se dire, ben, je vais quitter mon travail où je suis quand même bien payé ici. Est-ce que j'aurai le même niveau de vie là-bas? Voilà. Est-ce que j'aurai le même niveau de salaire? Est-ce que j'aurai les mêmes opportunités? Et en fait, normalement, et je suis d'accord avec toi, on n'a pas à se poser des questions. À l'heure qu'il est aujourd'hui, on est censé pouvoir se dire, bon ben moi, aujourd'hui, si j'ai envie de passer 6 mois en Guadeloupe parce que j'ai une activité en ligne qui me permet de passer 6 mois en Guadeloupe, je passe 6 mois en Guadeloupe. Et tu vois, et c'est ça aussi qu'il faut normaliser, mais il faut que l'énergie de l'argent, de la richesse puisse, tu vois, c'est que pour moi, je vois ça comme une roue à aube où tu l'alimentes en eau et la roue, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, on n'est pas censé avoir autant de réflexion pour rentrer chez soi. Mais le seul moyen de rentrer chez soi facilement, c'est de faire de l'argent. bon, là, vous le savez pas, mais en off, enfin, je fais un petit débrief avec mes invités avant l'interview pour les connaître un peu mieux et savoir comment j'organise l'interview. Et du coup, tu m'avais parlé aussi du rapport à l'argent aux Antilles. Pour toi, comment tu définirais notre rapport à l'argent en Martinique ou en Guadeloupe? Moi, je trouve tu vois, notre passé, je parlais de psychogénéalogie. Effectivement, on a un rapport à l'argent où on est très bon. Moi, je pense que, tu vois, le principe de start-upper, là, c'est les Antillais qui ont inventé ça, parce qu'on est débrouillards, en fait. Oui, ouais. On a été débrouillards. Débrouillé à pas pêcher. C'est ça. Exactement. Donc, on est tous aux Antilles multipotentiels. Tu vois, il y a encore un terme à la mode en ce moment. Ils disent, moi, je suis multipotentiel, je suis slasher. Mais nous, on fait ça depuis qu'on est tout petit. On a vu nos parents faire ça. Nos grands-parents. Tu vois, moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle allait au champ, elle était agricultrice, mais elle avait aussi une boucherie, tu vois. Donc, pour nous, ça, c'est normal, tu vois. Le fait, l'esclavage, quand tes ancêtres ont travaillé 400 ans gratos, ben oui, au bout d'un moment, tu as un drôle de rapport à l'argent parce que tu ne sais pas le construire et tu sais pas le faire perdurer. Et en fait, pour moi, on a des blocages psychologiques sur l'argent parce qu'il y a tellement de blocages autour de nous. Tu vois, avoir de l'eau qui coule au robinet, c'est toute une histoire. Donc, tu as l'impression que pour tout le reste, ça va être compliqué. Et du coup, tu te crées toi-même des blocages dans ta propre vie parce que tu pars du principe que tout sera toujours compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, oui, ouais. Non, mais ouais, attends, faut que je processe un peu le truc, mais je vois ce que tu veux dire, parce que dans le sens où, comme on a eu un passé de souffrance, peut-être qu'on se dit que la vie, enfin, même si nous on n'a pas été esclaves, tu vois, Oui. mais voilà, l'histoire et tout reste quand même un peu présente. Peut-être que tu te dis que bah la vie c'est égal souffrance, quoi, entre guillemets. En tout cas, il faut toujours que ce soit un combat, que ce soit compliqué, alors que potentiellement on dit pas que ça va être un long fleuve tranquille, mais ça peut être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de se développer économiquement et voilà. Dans les blessures, ce qu'on appelle les blessures transgénérationnelles, tu as comment dire, un professeur haïtien, un professeur émérite qui s'appelle, j'oublie son nom, le docteur Aimé quelque chose, je sais plus, qui a fait des études sur l'épigénétique. Voilà, sur l'épigénétique. Il a étudié la période de l'esclavage. Ce professeur, d'ailleurs, il a fait une conférence en Guadeloupe il y a quelques années, en Guadeloupe et en Martinique. Et en fait, il t'expliquait que les conséquences de l'esclavage, les blessures émotionnelles de nos ancêtres sont aujourd'hui inscrites dans notre ADN. Donc, si toi, dans ta famille, ben, t'avais quelqu'un qui a eu, je dis quelque chose de sordide, je sais pas, une éventration parce que le maître à l'époque a décidé que le bébé était pas viable, ben la répercussion dans ton quotidien d'aujourd'hui, c'est que tu auras des femmes dans ta famille qui seront peut-être stériles parce que ce traumatisme-là n'a pas été guéri. Et vis-à-vis de l'argent, moi je vois les choses de la même façon. Le fait d'avoir eu cette blessure de pauvreté pendant plusieurs siècles, notre ADN a certainement été modifié à quelques endroits que ce soit, pour que notre subconscient nous guide toujours vers la pauvreté, parce qu'on est intimement peut-être persuadé que la seule condition dans laquelle on doit évoluer, c'est la pauvreté. Mais c'est vrai que moi je pense que aux Antilles en fait on doit faire un travail de développement personnel à tous les niveaux, notamment apprendre à s'éduquer financièrement. Et ça je pense que ça vaut pour tout le monde, hein, qu'on soit antillais ou pas, mais parce qu'en fait on nous apprend pas à gérer l'argent, tu vois. Enfin, on te dit prends ton diplôme, va trouver un taf et mets de l'argent sur un livret A, mais c'est pas ça qui va créer de la richesse générationnelle. Ça crée pas des patrimoines pour qu'après tu transmettes à tes enfants et que ça assure en fait une descendance viable, en tout cas qui a un tapis économique. Donc il y a
Enfin, que ce soit au niveau, enfin, il y a plein de choses à apprendre sur l'investissement, que ce soit monter des entreprises, l'immobilier. Enfin, il y a plein de façons de créer de la richesse, pas seulement par le travail. Que je pense que on doit s'éduquer à ça et puis aussi dépasser les blocages qu'on a parce qu'en vrai, enfin, on le voit bien, on est capable de plein de choses. Enfin, on a que ce soit les artistes, les sportifs, hein, les jeunes qui entreprennent, on a des pépites chez nous et des gens Ah qui sont oui. capables. C'est juste que faut pas qu'on ait de complexes en fait. Je pense faut se supprimer ces complexes-là et juste y aller et puis se dire, dans tous les cas, même si tu rates, au pire, tu auras appris des trucs, Oui. tu retentes la prochaine fois et puis c'est tout. Et puis et puis t'inquiète pas qu'un jour ça va exploser. Et ce que tu dis, tu as raison, on a des porteurs de projets aux Antilles qui sont extraordinaires, qui ont des idées fabuleuses. Et tout ce qui leur manque, c'est l'argent le plus souvent, tu vois. Et puis il y a aussi, alors il y a pas que ça, il y a aussi les informations sont éparses. C'est pas toujours facile de trouver un investisseur. Souvent les gens râlent après les banques parce que les banques elles financent pas, mais une banque c'est aussi une entreprise, quoi. Donc quand tout le poids de l'investissement d'une région ou d'un pays est basé sur quelques banques, mets-toi à la place de la banque. Si tu vois, on va prendre l'exemple des startups. Tu sais qu'il y a un fonds à la région alimenté à hauteur de 500 000 € de subvention pour les startups. Mais pour avoir ta subvention, faut avoir un prêt bancaire de ta banque, tu vois. La banque, mais par contre, la région, avec sa lenteur administrative, ta subvention, tu l'as au bout d'1 an ou de 2 ans. En attendant, c'est la banque qui supporte le risque, plus que la région. Alors que s'il y a une subvention derrière, le risque, il doit être supporté à 60-40 ou 50-50 à la limite. Mais là où on se rend pas compte des choses, c'est que quand tu as des déséquilibres administratifs sur les aides, c'est le secteur financier, le secteur des banques, c'est lui qui supporte tout. Et ça, c'est pas normal. Puis je pense que la banque, comment dire, elle finance déjà ceux qui ont de l'argent et qui la rassurent en fait. Elle va pas. Oui. Si t'arrives comme ça, tu viens de créer ta boîte il y a 2 semaines dans un secteur peut-être qu'elle connaît pas ou elle voit pas de perspective, même si toi t'y crois à fond, bon, ils vont te dire t'es mignon, mais non quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors qu'un business angel, tu vas arriver avec ton MVP, avec ta phase de test, tu lui dis bon voilà, on a testé pendant 6 mois, on a dégagé, je sais pas moi, 50 000 € de chiffre d'affaires. Il dit bon ok, je rajoute un billet. Lui, il va prendre le risque, tu vois, parce que il sait analyser les projets. La banque, elle va pas analyser le projet comme un business angel pourra le faire. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse l'émission Qui veut être mon associé mais aux Antilles avec Oui. des investisseurs antillais? Ah oui. Ouais. Ah oui. On aurait besoin de ça. Ouais. D'ailleurs, la personne qui a, Églantine Mamet, qui a organisé le salon Bustop Experience, elle a eu cette expérience-là au Canada. Ok, trop bien. Ouais. Églantine Mamet, tu m'as dit ça. Ouais. Je vais regarder un Faut peu. que tu l'invites, elle a plein de trucs à te dire. Ok, vas-y, c'est noté. C'est noté. Je prends des dates là. Ok, Ouais. super. Ok. Est-ce que tu aurais envie de rentrer un jour en Guadeloupe? Écoute, oui, j'aimerais bien rentrer en Guadeloupe, pas tout de suite, franchement, parce que j'ai encore envie de bouger, de voyager, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais sur mes vieux jours, oui, allez, dans 20 ans. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Est-ce que je vais pas dire dégoûté, mais est-ce que ça t'a, enfin, ce que t'as vécu en termes de, tu vois, de combat vraiment, par rapport aux égos, par rapport aux gens qui bloquent des projets, par rapport à leur intérêt perso ou leur gros melon, on va dire. Ça t'a dégoûté quelque part, ça t'a laissé un sentiment amer un peu? Ouais, on peut dire ça. Parce que toi, quand tu travailles sur des projets tels que ceux-là, t'es pas payé pour le faire, en fait. Ouais. Et tous les projets macroéconomiques où tu agis sur un écosystème, où t'es censé travailler avec à ce moment-là, tes concurrents deviennent tes partenaires, tu vois. C'est dans ça qu'il faut pas avoir de ressentiment non plus, bon, sauf si ça va trop loin, tu vois. Mais moi, ça m'a laissé un sentiment amer parce que je me suis dit, au final, c'est toujours les mêmes cycles qui se répètent. Et en fait, et c'est pour ça que j'avais l'impression d'être dans, tu vois, je fais encore des métaphores, dans le clip de 7 Days, là, de Craig David. Craig David. Tous les matins. À l'ancienne, c'est la base. Il recroisait la même meuf, c'était un peu plus sympa quand même. Donc, tu vois, tous les matins, le mec qui se réveille, c'est le même jour. Voilà. Et là, en fait, d'un projet à un autre, tu vois, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent et c'est dur. C'est dur parce que, toi, tu prends des coups pour des trucs où, t'es pas payé, en fait. C'est que du bénévolat. C'est ton militantisme économique qui te pousse à faire tout ça. T'as ta boîte, tu dois gérer ta boîte à côté, t'as des problèmes comme tout le monde, mais tu te prends des coups et des gros coups, quoi. Alors que c'est du bénévolat à la base que tu fais. Ouais. Tu vois. Je vois. Donc, ouais, au bout d'un moment, c'est usant, je comprends. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce que tu vois, enfin moi en tout cas dans mes épisodes et même moi dans ce que je prône, c'est vrai que je prône un retour au pays parce que je pense que nos territoires ont besoin des forces vives. Mais après je dis aussi que déjà tu rentres au pays si t'en as envie, si t'en as le besoin, voilà, si c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais si malheureusement tu te sens
plus à l'aise ou enfin tu n'es plus bien dans l'environnement dans lequel tu es, même si c'est là d'où tu viens, bah tu vas pas rester parce qu'il faut rester parce que sinon la population diminue. Mais si toi tu te sens pas bien, faut pas non plus Se forcer, quoi. se mettre, ouais, voilà, se forcer et se mettre dans des états mentaux ou des états mentaux où tu rentres en dépression ou je sais pas, t'es pas bien. C'est pas non plus ça, quoi. Faut que le retour au pays, ça soit, enfin, faut que tu sois au pays, faut que tu sois bien au pays. Oui, exactement. Et ce qu'il y a de difficile, c'est de dire que, ou tu vois, on nous dit tout le temps, oui, quand tu vois les politiciens disent, ouais, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, mais quand des fois les jeunes essayent de faire quelque chose, des fois c'est même personnes qui en campagne te disent, ouais, on pousse la jeunesse, qui bloquent les dossiers des jeunes parce que la subvention, elle prend 3 ans avant d'arriver. Tu vois, donc ça c'est difficile. Moi, au bout d'un moment, je me disais, mais je suis chez moi, quoi. Je peux pas souffrir autant chez moi. Ça me rappelle bien, ça me rappelle, j'ai pas le nom, mais je sais qu'il y a un restaurant de plage c'est un jeune qui le tient en Guadeloupe. Cabana Beach, ouais. Et c'est ça, ouais. Et du coup, en gros, on veut fermer son restaurant parce qu'il a fait il a fêté le 31. Et genre, enfin, je sais pas, la raison est complètement absurde, mais en fait, ouais. Bah, ouais, alors, T'as d'ailleurs, il a raison. réouvert le Cabana Beach, il a réouvert cette semaine. Ah, ok, bah, trop Ouais, bien, donc super. c'est trop bien. Mais oui, effectivement, lui, ça a été dur, ça a été violent pour lui, hein. Mais ça a été d'une violence incroyable. Enfin, le gars s'est fait convoquer comme un voleur, quoi. Délinquant. Ouais, bah oui. Toi, il y a Ouais. une forme d'intimidation. Alors, bah là, c'est de la part de l'État pour le coup. Mais ouais, voilà, maintenant, quand tu as l'impression que quand tu lances une entreprise en Guadeloupe, tu fais un truc extraordinaire et tout est amplifié, mais de façon exagérée. Alors déjà, sur une île, tout est amplifié à la base parce que tu es sur une île. Mais là, les choses prennent des proportions incroyables, quoi. Tu te dis, bon, le gars, il a fait une erreur. Il y a eu un petit problème administratif. Ça devient le nouveau koh quoi. Ouais, grave, ouais. Tu vois? Il est nouveau, ouais, c'est fou, enfin. Et tu vois, et ça, c'est dommage parce que je trouve que ça donne comme tu disais, les politiques, ils veulent que les jeunes reviennent, que les jeunes s'investissent, mais quand les jeunes s'investissent, ça leur met des bâtons dans les roues. Ouais. Enfin, bon, bref, c'est dommage. Ouais, c'est là où il a raison. Alors, c'est pas Raymond Gamard, c'est. Tu m'as donné son nom. Mathieu Gamin? Ouais, Mathieu Gamard. C'est là où il a raison aussi. C'est là où tu dois devenir aussi un militant économique. Et c'est ce qui manque aussi en Guadeloupe, c'est la solidarité sur ces sujets. Où alors on est solidaire, oui, on se dit ouais, force, bon courage, Dieu va nous aider, etc. Mais il n'y a pas d'action coup de poing en fait. Tu vois, à ce moment-là, normalement toute la Guadeloupe devrait se lever comme un seul homme. Le gars, il embauchait, il avait 30 salariés, quoi. C'est pas une petite entreprise, 30 salariés. Tu te rends compte le risque qu'il prend? C'est 30 familles, hein. C'est 30 familles. Donc là, à ce moment-là, normalement, les gens devraient se lever comme un seul homme et dire non. Et d'un autre côté, tu as des congrès qui durent 4 jours où tout le monde se gargarise en disant il faut de la formation et de l'emploi pour les jeunes. Mais quand il y a un problème administratif comme ça, tout le monde devrait se réunir autour d'une table pour dire bon, allez, on colle-lui une amende, vite, je sais pas. Mais ne pourrit pas la vie du gars comme ça. C'est clair, c'est clair. Est-ce que toi, tu te sens proche de ta culture guadeloupéenne? Oui, beaucoup. Ouais. Ouais. Comment ça se manifeste dans ton quotidien? Bah, comme je te disais, le créole, hein. Moi, j'adore les expressions. Moi, j'ai été élevée avec ma grand-mère, en fait. Et en fait, j'ai gardé tout son panel d'expressions locales, typiques. C'est bien, c'est bien. Donc à manger local, hein, mais ça, il faut. Voilà. Donc ouais, moi je suis proche de ma culture. J'ai eu le temps de. Ouais, moi, quand j'étais enfant, justement, ma grand-mère qui est partie il y a 5 ans maintenant, pour Noël, ma grand-mère était une Marie-Galante. À Noël, on nous envoyait chez elle pour aller écosser les pois d'Angole, quoi. Il fallait les cueillir, les écosser, il fallait les ramener tout propres à la maison pour faire Noël, quoi. Ça, j'ai eu le temps de connaître ça, quoi. Bah écoute Karine, là on arrive, ça fait plus d'1 heure qu'on discute, C'est passé mais j'ai vite, hein, encore, dis donc. ouais, bah oui, t'as vu. Mais j'ai encore 2 petites questions à te poser. Ouais. Alors bon, 3. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas emmené? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu ne m'as pas emmené? Sur la Guadeloupe, enfin, il y a un gros sujet que tu connais, je sais pas si on peut en parler dans l'épisode, mais ça a été l'événement de 2022 pour moi en tout cas. Et cet événement, c'est l'affaire des grands frères, hein. Et ça, c'était pendant un an. Mon frère se fait incarcérer et depuis Nice, je bataille pour sa libération. Et en fait, cette année-là, en fait, ça c'est très bizarre. Tu fais bien de me poser la question parce qu'avec le recul, je me dis que j'ai pas quitté de la Guadeloupe. J'ai pas quitté. Pendant un an, tout le monde pensait que j'étais en Guadeloupe. Et j'ai tellement bataillé, milité, les gens pensaient que j'étais en Guadeloupe. Je leur dis, mais non, je suis pas en Guadeloupe, moi je suis à Nice. Et ouais, et ça, cette affaire arrive à un moment de ma vie où c'est très bizarre parce que je me dis, je quitte la Guadeloupe
pour me débarrasser de tout ça. Et en fait, les problèmes de l'huile me suivent partout où je suis, en fait. Tu vois, c'est très bizarre comme sensation. Mais bon, tout ça pour dire que le cordon, il est jamais vraiment coupé, quoi. Ouais. Tu peux nous recontextualiser, enfin nous rappeler un peu ce qu'est l'affaire des grands frères? Alors l'affaire des grands frères, l'affaire commence le 17 janvier 2022. Le 17 janvier 2022, il y a 8 personnes qui rentrent en garde à vue puisqu'on les accuse d'avoir orchestré les émeutes de novembre et décembre de 2021. Voilà. Il faut savoir que ces personnes-là étaient en réunion avec les élus quelques jours auparavant. Ça fait peur à l'État, bien évidemment. Et le lendemain de cet échange, de cette réunion avec les services de l'État, les élus et les représentants d'associations, mais aussi les grands frères des quartiers, ces 8 personnes-là se font arrêter et incarcérer. Et parmi ces personnes se trouve mon frère. Ouais. Là, elle en est où la procédure? Comment ça se passe du coup? Alors là, pour l'instant, moi, mon frère est sorti de prison le 7 février 2023. Il y a encore 3 personnes incarcérées en métropole. Alors, faut savoir, pour reprendre un peu le contexte, qu'en métropole, on dit plus ça, c'est devenu un gros mot, ça. La France est hexagonale. Je sais pas si t'as marqué, mais je dis hexagone, moi, à chaque fois. C'est clair. Et donc, ces personnes-là, alors mon frère, Noël Daufour, Loïc Chenilco, Lillo et Didier Laurent se font transférer vers leurs prisons respectives entre le mois de mars et avril 2022. Sur les 8 personnes mises en examen début janvier 2022, il y en a 7 qui rentrent en prison. Et parmi ces 7 personnes, 4 se font transférer dans les pires prisons de France, on peut le dire comme ça. Moi, mon frère a atterri à Beauvais, Noël Daufour a atterri à Moulins-Yzeure, un trou perdu. Lillo est sur Aix ou Marseille, et pour Didier Laurent, je crois qu'il est sur Paris, je sais même plus laquelle des prisons c'est. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, tu vois, ce qui s'est passé avec les chauffeurs de taxi, c'est un bis repetita, mais sur nos libertés. Là, à ce moment-là, la Guadeloupe devient un laboratoire d'injustice. C'est comme ça que j'aime appeler les Antilles aussi. Il faut savoir que nos îles sont on teste tout ce qui va être injuste sur nous d'abord parce qu'on est très docile, en fait. Donc, on se dit, bon, plus c'est gros, plus ça passe. Et au final, donc là, à ce moment-là, dans cette affaire-là, on se dit, waouh, l'État se fait flouer pendant cette révolte, parce qu'il faut savoir que que la révolte populaire de fin 2021 met à mal la carrière politique du ministre des Outre-mer de l'époque. Lui, son objectif, c'est de devenir Premier ministre, et ça, les Guadeloupéens lui font un camouflet. À ce moment-là, on sait même pas qu'on lui brise sa carrière, quoi. Non, on n'est pas dans ces affaires, quoi, tu vois. Et donc, il faut punir. Il faut des exemples. Donc, on arrête ces personnes-là, on en fait des exemples. On les maltraite, on les torture. Moi, mon frère a eu des tortures psychologiques et physiques, clairement. On les torture, et en fait, on ne peut pas nous remettre en esclavage, mais c'est les prémices d'une nouvelle forme d'esclavage à ce moment-là, sur le traitement différencié des prisonniers guadeloupéens et antillais, sans compter les Outre-mer où on sait même pas ce qui se passe, tu vois. Donc là, l'affaire où elle en est, il restait 3 personnes encore enfermées en hexagone. Lillo a fait plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été refusées. Noël, lui, on vit tous un drame familial, mais pour Noël, c'est pour lui que c'est le plus difficile, puisque sa fille a eu une tumeur. L'emprisonnement de son père a occasionné une tumeur au cerveau pour sa fille. Tu vois, les blessures transgénérationnelles, c'est tout ça aussi. L'enfant, elle a intériorisé, donc elle en pouvait plus. Et puis pour d'autres, pour Lillo, lui, il est muré dans une espèce de, pas de silence, mais il est recroquevillé sur lui-même. Et Didier Laurent, bon, c'est beaucoup plus compliqué parce que lui, c'est un policier à la base, donc c'est encore plus difficile pour lui. Donc là, on attend normalement, on devrait avoir des réponses sur d'autres éléments du dossier, mais en tout cas, l'instruction est toujours en cours. Et il faut savoir que ce qui fait que les choses se prolongent, c'est que quand une instruction est en cours, le juge d'instruction est libre. Il a tous les pouvoirs sont entre ses mains quelque part. Donc plus il te dit l'instruction n'est pas terminée, ça peut courir encore pendant des années. Donc la justice, c'est ça, quoi. Donc on a clairement là une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. En tout cas, j'espère qu'ils seront libérés assez rapidement, parce que on voit très bien que c'est une situation qui est extrêmement injuste et totalement disproportionnée. Mais de toute façon, ça montre encore que en fait, certains l'oublient, mais on a peut-être les papiers français, mais on n'est pas considéré comme tel, et il faut pas oublier qu'on est dans un cadre
enfin, moi je dis qu'on est dans un cadre dans lequel on n'a pas les règles. Enfin, les règles du jeu sont pas imposées par nous. Donc, Exact. enfin, je pense que ces affaires-là nous rappellent que on est des Français de seconde zone, quoi. Exactement. Donc on n'aura pas intégré ça. Enfin bon. Là, nous, on l'a compris, Enfin, hein, franchement. Là, oui, ouais, ouais, ouais. j'imagine. Ok. Donc, D'accord. voilà. Ok, bon, on va suivre ça de près et ben, j'espère que voilà, qu'ils connaîtront la justice, la vraie justice en tout cas très rapidement et que la situation va comment dire, s'améliorera pour eux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Alors moi, je découvre ton podcast sur les épisodes sur les billets d'avion. Alors je découvre tes stories sur où tu poses des questions. Alors qui a pu rentrer au pays, qui n'a pas pu rentrer au pays. Tu vois, moi les billets étaient tellement chers que quand mon frère sort de prison, je peux même pas aller le voir, quoi. Parce que entre janvier et février, mars, les prix font un bond. Donc j'écoute les épisodes, je me dis ouais mais c'est vrai. Et moi je me dis et là je t'envoie même un message en disant mais nous aussi dans l'affaire des grands frères, franchement les billets d'avion pour faire déplacer les avocats, c'est un gouffre financier. Et là je commence à écouter le podcast et quelques jours après je tombe sur, alors moi comme j'aime bien la politique, je regarde tu sais les vidéos de l'Assemblée nationale, les questions. On a de très bons députés, hein. Cette fois faut que je le précise aussi, les députés ultramarins Martinique, Guadeloupe et Guyane. Franchement, on a des pépites en ce moment. Et donc là, je découvre une question de Jean-Philippe Nilor sur le prix des billets, sur la continuité territoriale. Et là, je me dis, en fait, mais ce mec, il est en avance, quoi. Il a eu... le timing était parfait. Je me dis, mais c'est un médium ou quoi? Et les choses sont allées tellement vite que il y a encore 2 jours, là, je tombe sur une vidéo de notre député guadeloupéen Olivier Servat, que je remercie au passage parce que lui nous a bien soutenus aussi dans l'affaire des grands frères, qui arrive à faire adopter cette loi sur la continuité territoriale avec des dispositions spécifiques pour les parents d'enfants malades, pour les personnes qui veulent rentrer au pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un projet de création d'entreprise pour rentrer en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, ton billet d'avion coûtera moins cher. Et là, jusqu'à présent, on avait la continuité territoriale s'élevait à moins de 100 € par personne, je sais plus trop. Donc là, il a réussi à doubler, je crois même, voire même tripler. Alors ça passe de 300 € par habitant, je crois, à 900 € par habitant, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Voilà. Donc là, moi, ton podcast, je me dis, c'est quand même, c'est la voix du peuple. C'est la voix du peuple. Il y a une vraie vision, il y a de l'anticipation, et c'est comme ça en fait qu'on doit. Toi, c'est un microcosme de la société, ton podcast. Et en très peu de temps, sur l'espace de quelques semaines, on passe juste d'un podcast où tu recueilles des témoignages de personnes en souffrance sur des projets d'avion, des billets d'avion, à une loi, quoi. Et c'est comme ça qu'on doit faire les choses, quoi. Mais ouais, mais c'est vrai que le sujet des billets d'avion, ça fait ça faisait peut-être quelques mois que je regardais ça et en fait déjà j'étais énervé parce que moi spontané je rentre pas, tu vois, et même avec ma copine on en parlait et tout, on était juste choqués, tu vois. Ouais. Et en fait j'ai suivi aussi les travaux de Catherine Conconne, qui elle, du coup elle a fait un rapport et tout avec d'autres députés ultramarins sur cette problématique-là. Et du coup normalement il y aura des annonces qui seront faites, des améliorations. Bon, on n'aura pas encore des 50% sur les prix des billets, mais on espère que la situation va s'améliorer. Mais ouais, c'est en fait moi ce qui m'a, tu vois dans les témoignages que j'ai recueillis, tu sens vraiment la souffrance en fait des gens, dans le sens où en fait nous quand on rentre dans nos territoires, c'est pas on n'y va pas seulement pour la plage et bronzer, on rentre chez nous, tu vois, on rentre dans les familles et tout ça, donc C'est ça. c'est pas un aller-retour à Amsterdam, tu vois, pour le week-end. C'est pas du luxe, quoi. Ça fait partie du processus de vital pour un Antillais, quoi. Exactement, c'est ça. Donc ouais, non, ça c'est une problématique qui est forte. Pour finir, si tu avais un message à passer aux Guadeloupéens, lequel serait-il? De s'indigner. De continuer de vous indigner. Pendant le Covid, quand on refuse de se faire vacciner, en fait, je trouve ça, c'est encore une image. Moi, avec la distance et le recul, je me dis, tu te rends compte quand on était enfant, on disait nos ancêtres, les Gaulois, mais à ce moment-là, la Guadeloupe on devient, entre guillemets, les Gaulois de la France. On est le village qui résiste. Tu vois? Donc c'est comme si, moi je vois ça comme si on avait retourné l'histoire quelque part. On a voulu nous bourrer le crâne avec nos ancêtres nègres gaulois, et nous on adopte cette aptitude de résistance en fait qui cassait la tête de l'Empire romain à cette période-là. Donc on retourne d'une certaine façon l'histoire, et c'est comme ça qu'il faut continuer à faire les choses de façon pacifique, en tout cas, de continuer de s'indigner, de continuer de se battre, parce qu'on est inconscient des ressources aussi, malgré tout toutes nos blessures transgénérationnelles, on est quasiment inconscient du potentiel que l'on
on a. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Qu'il faut continuer de se battre. Parce que tu sais, des fois, je me dis, c'est vrai qu'on a une histoire forte et tout, mais est-ce que des fois, on se contraint pas à la bataille? Enfin, comment dire? Est-ce qu'on pourrait pas, on est obligé de se battre tout le temps, tu vois, genre, ça peut être fatigant pour certains, je sais pas comment dire, tu vois? Ouais, je vois ce Genre, que tu veux dire. En fait, pourquoi les choses sont pas simples et naturelles? Ben, parce qu'en non, face, pas dans ce sens-là, mais oui, le contexte fait qu'on est obligé de se battre, mais certains pourraient te dire, mais moi, j'ai pas envie de me battre, tu vois. Enfin, et c'est normal, mais hein. en vrai, c'est, oui, voilà. Toi, celui qui dit, souvent en Guadeloupe, on se dit, ouais, il y a un combat à mener, pourquoi vous êtes pas dans mon combat? Tu vois, l'affaire des grands frères, au départ, les gens, c'était chaud, hein. Tout le monde disait, ouais, c'est tous des gangsters, etc. Nanana. Il nous a fallu 1 an, en fait, pour que les gens ouvrent les yeux, tu vois. Mais c'est normal qu'il y ait une partie qui se dise, bah, nous, on va pas à la guerre, on est en droit de choisir ses combats, en fait. On est aussi en droit de choisir ses combats, parce que moi, je pars du principe qu'on est tous des militants, mais à un certain degré. Voilà, toi, tu as un podcast, voilà, c'est sans langue de bois, on parle comme on en a envie. Pour moi, c'est une forme de militantisme aussi. On peut être un militant écologique, un militant politique, un militant économique. On s'en rend pas compte, mais on est des militants et on choisit nos combats. C'est ça, exactement. T'as bien raison. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah, écoute, Karine, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Ben, moi aussi, je suis honorée d'être passée dans Dom Talk, le podcast que j'écoutais il y a encore quelques semaines. Bah, avec plaisir. Bah, c'est ça, hein. Moi, c'est un podcast pour vous, par vous, donc ça me fait super plaisir de recevoir aussi des auditeurs, puisque du coup, bah, vous passez un peu derrière, de l'autre côté de la barrière, du coup, c'est encore notre expérience, je pense. Et non, j'ai beaucoup aimé, bah, parce que tu vois, ce que j'ai aimé en fait, c'est que si tu vois, ton parcours aussi de devoir quitter la Guadeloupe, je pense, j'ai jamais eu ce regard-là, tu vois. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas encore rencontré des parcours comme ça. Et je pense c'est grave intéressant parce que ça montre aussi que bah potentiellement être au pays c'est pas tout le temps le paradis, ça peut être difficile et c'est ok en fait, c'est Oui. pas faut aussi ne pas idéaliser. Enfin encore une fois, si on a envie d'être au pays, très bien, mais si on n'y est pas bien, bah ne pas hésiter à trouver des réponses ailleurs. Oui. Ok, en tout cas bah merci pour ton témoignage, ça m'a fait super plaisir. Ben, merci pour l'invitation. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Merci à vous les auditeurs et puis bah, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, Domtalk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace, Foss et un lot de soleil.